Salutations! Laval est riche de son histoire et de sa culture. C'est un plaisir de vous présenter les citoyens qui, par leur démarche, ajoutent à la qualité de vie de ces citoyens. L'histoire de l'île Jésus est palpitante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jasmin Méville, qui est directeur général de la Société d'histoire. Bienvenue, M. Méville. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Dites-moi, quelle est l'importance de la Société d'histoire, de l'histoire là-bas? De l'histoire, c'est une grande question, évidemment, en tant que moi j'ai une formation en histoire de l'art, donc il y a quand même la dimension historique en histoire de l'art. Donc c'est sûr que pour moi, c'est très teinté. Je vous dirais, l'histoire, c'est fondamental pour comprendre un ensemble de choses, d'où on vient, où on va. Évidemment, c'est peut-être un peu dépensif, vous me direz, mais peut-être que par moment, on oublie aussi l'importance de l'histoire sur le territoire. Et quand on développe à des vitesses très accélérées, comme par exemple ici sur le territoire de Laval, on oublie qu'il y avait quelque chose avant, qu'il y avait des gens, des familles, des mémoires qui étaient sur le territoire, et c'est important donc de se rappeler. Voilà. Oui, mais parce que l'histoire de Laval est intéressante parce qu'elle est jeune. On peut découvrir encore beaucoup de choses. C'est important. Et et puis la Société d'histoire, dans le fond, elle est là. Elle est là pour ses citoyens. On est là pour faire la valorisation, aussi par moment pour prendre des positions sur le développement, sonner l'alarme quand il y a une maison qui est fragilisée. On est là aussi pour accompagner des jeunes qui veulent faire de la recherche, des plus vieux qui ont fait de la recherche, qui veulent faire des conférences. Il y a toute une dimension de généalogie aussi. Donc, la Société d'histoire, je crois que c'est une organisation citoyenne qui me semble être fondamentale pour toute ville qui se respecte. Elle existe depuis longtemps, la Société d'histoire? Cette année, on est 70e anniversaire. Oui, combien? 70. 70 ans. Oui, donc... Est-ce que vous vous rappelez du fondateur? Vous me posez une question. Il n'y a pas. Non, mais c'est lui qui avait, je pense que le fondateur, il avait fondé en même temps le journal, le Courrier Laval, en même temps. Oui, OK. C'était un type assez avant-gardiste. Dites-moi, la société, c'est ça que vous avez parlé, mais est-ce que les gens peuvent aller à la société recueillir des informations? Oui, en fait, le lieu est ouvert, est accessible en tout temps, donc du lundi au vendredi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une collection de livres, donc une collection documentaire sur l'histoire spécifique de Laval, dans laquelle on va retrouver beaucoup d'études qui ont été faites ici, ou par des citoyens, ou de la littérature grise qui touche vraiment Laval. Après ça, on a vraiment ce qu'on pourrait appeler une collection d'études là, sur l'histoire du Québec qui vont permettre aux gens, finalement, qui viennent faire des recherches sur l'histoire de Laval, de ne pas être obligés de sortir. Donc, ils peuvent quand même consulter un ensemble de documents. Et après ça, on a tout un fonds sur la généalogie. Aussi, maintenant, c'est ajouté à ça toute la dimension informatique. Donc, on a accès à des bases de données. Et finalement, on a une collection de livres anciens et de périodiques. J'ajouterais à ça quand même le Centre d'archives de Laval, qui est un ajout des 15 dernières années. Et de plus en plus, donc le Centre d'archives de Laval a été fondé il y a une quinzaine d'années, mais de plus en plus, je dirais, les fonctions du Centre d'archives et de la Société d'histoire sont de plus en plus imbriquées, puisque, évidemment, on fait l'histoire avec des archives et ça nous permet à la Société de conserver à la fois des collections et des archives pour permettre des recherches peut-être plus exhaustives. Ils ont des artefacts, je crois. Oui, on a une collection d'artefacts d'environ 1500 objets. Donc 1500 déjà? Oui, dans laquelle on trouve aussi des objets archéologiques, des objets lithiques très anciens qui témoignent de l'occupation du territoire beaucoup plus ancienne. Oui. Et comme vous savez, en 1963, la Société d'histoire a été à l'avant-garde de fouilles archéologiques et on conserve les témoins de ces fouilles-là. Et a toujours été très active, la Société, là, dans ses recherches archéologiques jusqu'à ce que ça soit Oui, beaucoup d'intérêt dans l'archéologie. Vous allez, il y a beaucoup de choses encore à découvrir parce qu'on n'a pas situé exactement le site des premiers arrivants où ils étaient placés. Je pense qu'on n'a pas déterminé l'endroit précis. Bien, disons que la semaine dernière, on a eu une conférence de Justine Tétrault, là, qui est une jeune archéologue là, qui est venue parler un peu de l'état de la situation sur l'archéologie. Et évidemment, je crois que dans les 10 dernières années, plus de la moitié des fouilles
ont eu lieu. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a un développement actuel, un intérêt et de la part de plusieurs acteurs. Donc, tranquillement, on va découvrir des choses assez exceptionnelles. Vous en avez une fouille actuellement qui est à côté de l'église, dans Saint-Vincent. D'ailleurs, en face de l'église, oui. C'est ça, le quartier où on vient de s'installer, puisqu'on a déménagé au mois d'avril-mai. On était dans Chaumédé et maintenant, on est dans, je dirais, près du noyau villageois de... Mais c'est un secteur qui a beaucoup d'histoire. Ça, c'était la traverse de Sigouin et l'Archevêque, et puis qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient par là. Ils passaient par là pour aller à Terrebonne également. Ben oui, et puis dans le fond, ce qui était vraiment intéressant, c'est que des noyaux villageois aussi riches, il n'y en a plus beaucoup. Donc, on était très heureux d'être proche au moins d'un de ces noyaux-là. Donc, Saint-Vincent, qui nous met proche du vieux pénitencier, évidemment de l'église et du Collège Laval. Donc, on est quand même dans un secteur assez riche. Je dirais quand même, pour quelqu'un de l'extérieur, qui surprend. C'est assez typique aussi. On conserve quand même beaucoup de vieilles maisons. À l'arrière là, du boulevard Lévesque, là, on a la constitution de petites rues là, qui gardent le cachet, là, vraiment ancienne. Donc, c'est plutôt... Il y a ça. Et aussi, il y a le rang Saint-François qui est tellement intéressant au point de vue vieille maison. Et exceptionnel aussi en termes de site. Là. Oui. Parce que il y en a plusieurs qui datent de 1750, 1760. Parce qu'au fait, des maisons de 1700, il n'y en a pas tellement. Mais rendu passé 1780, par exemple, on en a plusieurs encore. C'est surprenant. Oui, puis il y a un inventaire un inventaire du patrimoine bâti, fait par la ville auquel on peut avoir accès en ligne. Nous aussi, on a développé dans la dernière année une carte interactive sur le patrimoine bâti de Laval. Évidemment, il y en a plus à certains secteurs sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc, c'est disponible sur notre site et vous avez des informations et des photos d'archives qu'on a dans certains fonds et ça sera bonifié avec des gens que j'appellerais des super utilisateurs, donc des gens qui connaissent bien l'histoire, qui ont envie de participer. Donc, c'est un projet comme ça participatif. Vous avez des nouveaux locaux? Voilà. Où sont-ils? On est sur Boulevard Lévesque, à côté du Super C, là, pas loin de... Dans Saint-Vincent-de-Paul. Dans Saint-Vincent-de-Paul, voilà. C'est dans un petit centre d'achat. Oui, le lieu n'est pas tellement enchanteur de prime abord. Il faut quand même. Mais il y a du bon quand même à tout ça. Les locaux sont neufs, c'est super beau. On a quand même eu accès à beaucoup d'espace. On a des places de stationnement. Donc, quand on fait des activités, c'est vrai que c'est quand même... Ça offre des avantages, certains avantages. Et on a 2 portes. Donc, on a vraiment une porte là, pour les employés puis une porte pour tout ce qui est secteur public. Donc, déjà, c'est fréquenté. Je sais que j'ai eu la chance d'aller visiter, mais déjà, il y a beaucoup de monde qui fréquente. Oui, on a déjà fait presque une dizaine d'événements et puis ça fonctionne bien. Je suis très content. Puis, on a des bénévoles aussi. Il y a au moins 4 ou 5 bénévoles qui viennent par semaine donner du temps pour la numérisation, pour du traitement de fonds, etc. Donc, on a comme ça une petite communauté qui vient. Et j'invite tout le monde à venir, évidemment. Ah, ben oui. Mais parce que vous avez des conférences à l'occasion. Oui, comme je vous disais, la semaine dernière, on a eu Justine. Hier, on a eu M. Daniel Fortin. Daniel Fortin, oui, du Centre de la nature, très bien. Voilà. C'est un passionné de fleurs. Oui, et puis là, il nous a fait une présentation sur les Iroquoiens du Saint-Laurent. Et on aura quelque chose sur la FEA. La FEAS, vers le début du mois de décembre et plein de choses qui s'en viennent aussi au mois de janvier, février, mars, sur lesquelles je suis en train de travailler. J'imagine que les gens peuvent devenir membres de la société. C'est même assez encouragé selon ma perspective, au sens où je crois qu'une société d'histoire gagne à être proche de ses citoyens, de ses membres. Et ça donne à la fois une légitimité, un dynamisme et ça permet un échange. Moi, j'apprends beaucoup. Avec les membres, dont vous, et beaucoup de gens qui viennent, ils s'assoient, on discute, on échange. Et je crois que c'est essentiel, ce dialogue. D'un point de vue idéologique, peut-être, mais plus encore, c'est que aussi même dans les structures du travail aujourd'hui, les gens viennent dans les organisations, passent 3 ou 4 ans, ils s'en vont. Donc, je crois que le dialogue comme ça entre les utilisateurs et les gens qui travaillent, l'échange d'informations, c'est essentiel pour conserver vraiment une mémoire vivante. Là. Ça veut dire que nous sommes à démocratiser l'histoire. Oui, c'est ce que je crois. C'est assez important. Ça procède de différentes manières. On peut le faire par la numérisation.
de documents, donc permettre l'accessibilité. Évidemment, pour l'instant, il y a un enjeu parfois des personnes plus âgées qui ont du mal à comprendre comment ça fonctionne, puis pas juste des personnes âgées. Donc, c'est pas aussi une panacée. Il y a d'autres manières de faire. Déjà, de la façon de penser l'histoire, de penser le rapport aux documents, d'ouvrir le centre, l'accessibilité même physique des lieux, le fait de faire des conférences sur des sujets qui touchent aux gens, c'est toutes des manières de démocratiser l'histoire. Il y en a plein d'autres, évidemment. Puis même on commence à corriger un petit peu, on s'aperçoit que l'histoire il y a eu des erreurs. On commence à corriger, à s'apercevoir que ça appartient pas, que l'histoire appartient pas uniquement à certaines personnes qui faisaient des opinions, tout simplement. Oui, ça, c'est une bonne chose. Puis je dirais qu'une des manières de corriger l'histoire aussi, c'est d'amener différentes perspectives, de changer un peu le regard, la manière de penser l'histoire, de qui l'a fait, les sources. On est de plus en plus critique sur les sources. Et je crois qu'on amène aussi les jeunes générations. Évidemment, c'est pas toujours sans créer certains conflits, mais c'est ça qui est beau aussi dans les sciences sociales. C'est un conflit idéologique des fois qui émerge entre des générations de chercheurs, mais ça permet de, excusez l'anglicisme, de challenger vraiment les méthodes. Donc, c'est quand même assez important. Par exemple, si on parle de décolonisation de l'histoire, ça fait peur à bien du monde, mais en même temps, c'est une autre manière de penser. C'est une autre manière de penser l'histoire d'un point de vue pas nécessairement du vainqueur ou d'un point de vue nécessairement du groupe dominant. Donc, et comment on le fait? Il y a plein de méthodes. Par exemple, j'ai enseigné un cours en histoire de l'art sur l'art canadien à l'Université de Montréal et j'avais ça en tête. Et je me suis dit, une des choses qu'on ne fait jamais en histoire de l'art, c'est de parler, par exemple, de la part des groupes religieux féminins. OK. Par exemple, la paperole, on ne parle jamais de ça. Les sculptures en cheveux, etc. Donc, il y a toute une production qui est peut-être pas du grand art, mais qui est quand même assez important quand même ici au Canada, au Québec, au Canada français. La part de ces communautés-là qui amenaient des savoirs d'Europe, il y en a plein, des savoirs artisanaux, et qui ont conservé une vitalité pendant longtemps ici. On n'en parle jamais. Une façon de décoloniser l'histoire, c'est peut-être de s'ancrer pas nécessairement toujours sur la grande histoire qui se passe à Paris, dans les grands lieux, mais aussi voir comment nous, dans notre réalité québécoise, comment nous, on a... c'est quoi notre particularité, puis changer un peu le récit général. C'est formidable. C'est ambitieux, là. Écoutez, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à découvrir. Vous pouvez découvrir, par exemple, à la Société d'histoire, où était M. Quivillon, le fameux sculpteur. Oui, évidemment. C'est sur le boulevard Lévesque, en face de la prison. C'est fantastique de découvrir ça, de savoir qu'il y avait quelque chose, puis de découvrir qu'est-ce que cet homme faisait, par exemple. La première école, c'est probablement lui qui a formé la première école. On parle de l'atelier des écarts, oui. Par exemple, justement, il y a peu de gens savent à quel point il y a beaucoup de fabrication dans la région de Montréal qui viennent de l'atelier des écarts. Les carrières. Ah ben oui. Les carrières, les assises du pont Victoria et Jacques-Cartier, je pense, un ou l'autre, là. Les assises ont été faites avec les pierres de l'île Jésus. Formidable. Vous parlez des carrières, ça me ramène à un sujet dont on a discuté un peu avant de façon informelle, mais c'est toute la dimension de l'histoire orale. Oui. Parce que je crois que les sociétés d'histoire ont un rôle à jouer quand même partout au Québec sur la consignation des récits de sa population. Ça, c'est très important parce que au fond, il y a beaucoup de choses qui émanent de la petite histoire qu'on ne saura jamais, mais qui est fondamentale pour comprendre peut-être la grande histoire. Par exemple, la désignation de certains lieux. Des fois, on va désigner un lieu de façon populaire parce que ça représente quelqu'un, une personne, etc. Les histoires, les mythes, etc. Pour moi, ça fait partie de la constitution des différents récits dans l'histoire. Et je pense que les sociétés d'histoire ont cette responsabilité-là d'en faire la consignation. Alors, vous me dites l'adresse, est-ce que vous avez l'adresse? Oui, c'est 4631 boulevard Lévesque. Je parie que vous avez un numéro de téléphone. Oui, c'est le 450-661-0908.
Et puis, évidemment, il y a le site Internet. Si vous tapez Centre d'histoire, Oui. Société d'histoire, pardon, au Centre d'archives, vous allez évidemment tomber On, rapidement. on cherche dans Société d'histoire de généalogie de Jésus. Oui, mais je pense que même Société d'histoire Laval, ça marche. Laval, ça marche. Hein? Bien, merci beaucoup. Merci C'était tellement infiniment. intéressant. Merci. Au Merci. plaisir. Le secteur de Pont-Viaud jouit d'un service excessivement important. L'entraide Pont-Viaud joue un rôle pour aider les citoyens. Alors, j'ai un invité qui est impliqué dans l'entraide Pont-Viaud. Alors, Samuel Daz, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Merci, ça fait plaisir de vous retrouver. Ben oui, c'est un plaisir mutuel. Okay. Ouais. Dis-moi, parle-moi un petit peu d'entraide Pont-Viaud. Ça fait longtemps que ça existe? Bon, l'entraide Pont-Viaud, c'est un des organismes prépondérants dans le quartier, dans le secteur Pont-Viaud-Laval-des-Rapides, communément appelé secteur 2 par tout ce qui est tout le fratras municipal et tout ça. Depuis 31 ans qu'on a pignon sur rue. Au tout départ, on était dans le rond-point de la rue Bousquet, où on avait un point de service qui a commencé dans un petit 4,5, ensuite un deuxième, un troisième. Ça a toujours commencé un petit peu au niveau des services auprès de la famille, tout ça. L'idée à la création de l'organisme, c'était d'offrir des services au point où on trouvait le plus de signalements retenus à la DPJ. Donc, on s'est rendu compte que l'endroit névralgique, en fait, la directrice actuelle, qui est la fondatrice, s'est rendu compte que c'était sur la rue Bousquet, dans Pont-Viaud. Donc, l'organisme a démarré là. En 2002 environ, l'organisme a déménagé dans ses locaux actuels, dans l'ancienne école Raymond Labadie, donc au 664 Saint-André. On est là depuis ce temps-là. Donc, ça fait 21 ans que l'entraide a pignon sur rue à cet endroit. Des services se sont jumelés au fil du temps. On parle de services d'accueil aux nouveaux arrivants, des services de soutien. Ça, c'est important. Les nouveaux arrivants, vous jouez un rôle très important pour les accueillir, pour l'intégration. Oui, on les aide sur différents niveaux. On les aide notamment au niveau de leur arrivée, lorsqu'ils arrivent au pays. On les aide à se trouver, par exemple, ça peut être de l'accompagnement pour trouver un logement. On les aide à inscrire les enfants à l'école. On les aide à inscrire les autres enfants à la garderie. Bref, tout ce qui est première démarche d'installation au pays, on fait ça. Même que vous avez une friperie qui peut les aider quand même pour se vêtir, parce que lorsqu'ils arrivent, c'est pas toujours facile. Non, surtout ces temps-ci, on en voit beaucoup encore arriver, notamment beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent sans le sou et qui arrivent alors que l'hiver est à nos portes. Donc, c'est sûr que ça vient jouer au niveau des enjeux de santé. On a eu beaucoup de prévenir les engelures, prévenir les effets du froid. Il y en a beaucoup qui ne soupçonnent pas à quel point l'hiver peut être rude au Québec. Et il en paie le prix des fois. On a eu des... Mais vous êtes d'origine belge, disons que vos parents. Oui. Mais dites-moi, votre famille a toujours été impliquée dans l'aide aux gens, Bien, je suis tombé dans la marmite du communautaire quand j'étais petit, oui, du fait de mon grand-père. Votre grand-père? Mon grand-père, Bernard Daz, qui a été longtemps impliqué au sein de la Saint-Vincent-de-Paul de Sainte-Rose, dans son quartier. Peu avant sa retraite et après sa retraite, il a fait 19 ans là-bas où justement il donnait un coup de main pour tout ce qui était sécurité alimentaire dans ce secteur, avec Madame Liette Massé qui nous a quittés tout récemment, justement. Mon grand-père, justement, s'occupait donc c'est ça, distribution d'aliments, collecte, tout ça. J'ai participé depuis que je suis tout petit, en fait, depuis 2002, que j'essaie encore régulièrement d'aller donner mon coup de main au niveau du temps des fêtes. Pour les paniers de Noël. Ça a été ça a été ma première implication. Avec mon père aussi, qui en a fait lui aussi, et ça a circulé dans la famille. Quand mon grand-père est mort en 2012, ils ont perdu un bénévole, mais sur le coup, l'année suivante, il y avait 22 personnes qui débarquaient. C'était la famille Das pour la guignolée, pour les paniers. C'est pas encore les 22 qui continuent tous ensemble aujourd'hui, mais on est quand même quelques irréductibles à continuer. Ça fait partie de l'ADN de la famille. Oui, l'entraide, ça a toujours été le fait de donner un coup de main à celui qui en a besoin, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un ami ou même des fois des personnes qu'on ne connaît pas vraiment, et c'est comme ça qu'on se fait des liens. Je reviens à l'entraide Pont-Viaud. Oui. Vous avez beaucoup d'autres activités aussi. Vous avez des activités pour les enfants aussi, je crois. Bien, c'est la principale mission de l'entraide. Principalement d'être un centre d'intégration de nouveaux arrivants. L'entraide, c'est une maison de la famille. Donc, la raison pour laquelle on a desservi les immigrants, c'est parce qu'on se rappelle, au tournant des années 2000, une très forte communauté d'immigrants se sont installés dans Pont-Viaud.
On parle, je pense, entre 2002 et 2016 de 122 % d'augmentation, quelque chose comme ça. Tant que ça. Tant que ça. Et le quartier n'avait pas de ressources pour les accueillir lorsque c'était arrivé. Donc, il y a eu des projets pilotes avec le ministère de l'Immigration à l'époque pour ouvrir le service. Mais on suivait le profil des familles. C'est ça qui est arrivé. Là où avant, les familles, c'était principalement monoparentales, très pauvres, souvent des problèmes au niveau de l'alphabétisation aussi. Ça a changé au tournant des années 2000 pour des familles, cette fois-ci, beaucoup plus nucléaires dans leur fonctionnement, mais qui sont tout aussi isolés sur le point social du fait de la barrière linguistique, qui ne connaissent pas le pays, qui ne connaissent pas le territoire. Donc, l'entraide doit toujours continuer dans le sens des familles. Donc oui, on offre des services, comme vous le dites, aux familles, que ce soit halte-garderie, des ateliers de stimulation, beaucoup d'activités par enfant. On est en train de préparer en ce moment, le temps des fêtes approche, des activités de création de décoration de Noël, justement pour les nouveaux arrivants, pour n'importe qui au final. Donc... Vous aidez beaucoup les gens. Il y a les immigrants, mais disons que les gens ordinaires qui sont un petit peu dans la difficulté, vous êtes là aussi pour les soutenir, pour les conseiller ici, aussi. Oui. On les conseille, on les aide du mieux qu'on peut. Notamment les services, au départ, qui étaient dédiés principalement aux immigrants, on les a élargis à beaucoup plus la communauté en général. Donc, ça peut être parfois une personne qui arrive, j'avais parlé de difficultés avec le français notamment, on peut offrir un service d'écrivain public pour rédiger des communications, des choses comme ça, remplir des formulaires, commissaire à la sermentation. Ah, ça, c'est important. Oui, tout ce genre de dossiers-là. On a aussi développé, au fil 30 ans d'expérience, c'est pas rien, on a développé une assez bonne connaissance du milieu communautaire à Laval. Donc, même s'il y a un besoin de référence, on sait toujours vers qui aiguillonner la personne. Si jamais nous, on ne peut pas desservir le besoin ou que c'est au-delà de nos champs de compétences, à ce moment-là, c'est ce qu'on veut, je pense, en général, à Laval, c'est de se dire, si moi, ce service-là, je ne suis pas en mesure de l'offrir, je vais passer la POC à quelqu'un qui est en mesure de le faire. Okay. Vous avez des salles aussi, vous faites la location de salles. Oui. Oui. Je sais que c'était assez populaire. Je sais que les partis politiques se servent beaucoup de vos salles parce que c'est central. Oui, les partis politiques, on est aussi un milieu de votation pendant les élections. Oui. Donc, les bureaux de vote viennent. Oui, c'est toujours même drôle parfois au moment politique parce que, on rencontre aussi les élus. À ce moment-là, les candidats veulent rencontrer les gens, donc on en rencontre un. Il sort presque par la porte d'en arrière pendant que l'autre rentre par en avant. Donc, des fois, ça crée des situations assez cocasses comme ça. Ouais. Mais effectivement, le politique va avoir tendance à venir pendant les élections. C'est toujours une période d'effervescence à l'entraide. Il faut dire que la directrice et moi-même, on est tous les deux férus de politique, on aime ça. Mais monsieur, madame, tout le monde peuvent louer les salles. C'est pas réservé seulement à l'institutionnel ou communautaire. On a aussi des gens qui vont louer pour des anniversaires, même des funérailles des fois. Oui, on a des gens qui vont louer. On a beaucoup de groupes d'entraide aussi qui sont situés chez nous. Donc, qui vont louer les salles principalement les fins de semaine, dont le dimanche. Vous occupez aussi de culture. Je sais que vous aviez des cours de peinture. Oui, les cours de peinture faisaient partie d'un volet de service offert plus pour les aînés qu'on avait développé. Quand je parlais de projets, justement, qu'on développe, on est toujours un peu hyperactif là-dessus. Donc, il y avait un projet qui est né de l'intention d'une bénévole, d'un groupe d'entraide, d'offrir des cours de peinture aux personnes âgées du secteur. Et donc, nous, on a mis à la disposition le matériel et tout. Vous parlez des personnes âgées, et les personnes âgées ont des besoins particuliers. Vous avez des activités aussi pour les personnes âgées, à part les cours de peinture, je crois. Au niveau des personnes âgées, nous, on ne cherche pas, comme j'ai dit, à remplacer les organismes qui ont une expertise là-dessus, mais on offre un milieu de vie supplémentaire pour celles-ci, histoire de briser l'isolement, briser la solitude. On va avoir des gens qui vont venir, notamment, ne serait-ce que pour prendre un café. On essaie de faire une concurrence à Tim Hortons, mais mettons qu'on n'a pas les reins aussi solides qu'eux, parce que oui, il y a beaucoup de personnes. Mais oui, effectivement, on a beaucoup de stagiaires qui sont là aussi pour nous aider dans la mise en place de ces projets-là, parce que l'équipe permanente, il faut du financement et tout ça, est assez réduite. Donc, à ce moment-là, on va avoir des bénévoles, justement, parfois des personnes âgées elles-mêmes, parfois plus jeunes, qui vont participer à la mise sur pied de services comme un salon de thé qui peut s'organiser à l'occasion. On a, les cours de peinture, vous l'avez dit, on a eu des ateliers de pastel. Donc,
Ouais, ça tourne souvent autour de la culture et de la pratique Vous êtes artistique. toujours ouvert à des nouvelles activités, Toujours. lorsqu'il y a des demandes. Toujours. Ça fait partie de, justement, vous m'avez donné le dépliant de l'espace citoyen. Oui. L'idée de l'espace citoyen, c'est que oui, l'entraide est une maison de la famille, mais on veut être aussi un milieu de vie où les gens se sentent à l'aise de venir développer leurs propres activités, leurs propres projets. Nous, on peut mettre sur disposition les espaces pour ça et même de l'équipement. Donc, c'est pas rare qu'il y a beaucoup de petits projets qui vont naître comme ça et qui vont ensuite s'envoler de leurs propres ailes ailleurs. Beaucoup de choses sont nées, beaucoup d'initiatives communautaires même sont nées à l'entraide. On parle des jardins communautaires, là, qu'il y en a de plus en plus. Ça a commencé à l'entraide. Oui. Donc, oui, généralement, c'est des initiatives de citoyens qui veulent partir, qui ont une idée, quelque chose comme ça qu'ils voudraient mettre sur pied. Et de là, on part et on essaie, oui. Dans la conjoncture actuelle, je sais que c'est assez difficile de fonctionner, mais est-ce que vous savez, quelle est votre vision d'avenir avec l'entraide Pont-Vieux? Ben, on ne se cachera pas que l'entraide, présentement, vit des moments difficiles. L'entraide, faute de financement, on en parle toujours. C'est le nerf de la guerre, malheureusement, dans le communautaire. On a beau essayer de faire des concertations sur trouver des astuces de s'en sortir. Si, au bout du rouleau, le pékin ne vient pas, l'argent ne vient pas, ben on ne peut rien faire. On peut pas. Oui, il y a toujours possibilité de faire des miracles. Le communautaire le démontre quotidiennement et l'entraide aussi. Mais toujours est-il que ça se fait souvent au détriment à l'usure des équipes, l'usure des effectifs. Les gens sont fatigués, presque autant que les intervenants, que les usagers parfois. Donc, je crois, je me montrerai pas pessimiste à dire que l'entraide va fermer. Non. Je souhaite pas, parce que c'est, comme j'ai dit, un organisme phare du quartier. On souhaite que ça continue de se poursuivre. Mais c'est sûr qu'on a besoin de coups de main. C'est sûr qu'on a besoin. On va mettre sur pied même une page Canadon qui va peut-être aider pour les usagers si vous voulez participer à ce financement. Sinon, c'est sûr qu'on fait toujours de la sollicitation auprès des ministères, auprès des futurs bailleurs de fonds. Ça va passer principalement par là. Et l'autre aspect qui m'inquiète un peu, à l'occasion, et ça, c'est pas juste pour l'entraide, mais en général, c'est la vie associative dans le communautaire. Parfois, c'est peut-être une impression seulement à moi, là, mais qu'il y a une désertification de tous ces milieux de démocratie directe-là qui existent, qu'on parle. On parle des AGA, des organismes communautaires, où c'est de plus en plus difficile d'aller chercher des membres. On parle de mobilisation, où c'est dur. Tout le monde a tellement ses propres difficultés, surtout dans les circonstances actuelles, avec autant au niveau économique que social. C'est dur de demander aux gens de se lever et de se mobiliser eux-mêmes. J'aime ça le citer, c'est Bertolt Brecht qui disait, c'est la fin d'abord, la morale ensuite. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. Comment on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas avoir l'énergie de venir manifester, de participer à une vie sociale alors que leurs besoins de base ne sont pas comblés. Samuel Daz, vous faites un travail magnifique et on invite les gens de Pont-Vieux à aller visiter l'entraide. À quelle adresse? 664 rue Saint-André. Oui. L'ancienne vieille école Labadie. Oui, l'école Raymond Labadie, du lundi au vendredi entre 9 et 16 heures. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça fait plaisir. Formidable. Merci.